L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, en février 2022, a poussé l'Union européenne à accélérer la diversification de ses importations énergétiques. Quelques chiffres. Avant février 2022, la Russie constituait le premier fournisseur énergétique de l'Union européenne, avec 45% de gaz russe importé par l'UE, 27% de pétrole et 46% de charbon. Les exportations russes représentaient en 2021 environ 300 milliards d'euros et constituaient pour la Russie la principale source de recettes. L'Union européenne va décider de porter atteinte à l'effort de guerre russe en annonçant qu'elle réduira drastiquement ses importations énergétiques à partir de fin 2022 et qu'elle y mettra totalement fin en 2027. La mise en place d'un paquet de sanctions sur le pétrole et le charbon va permettre d'agir et de porter atteinte sur l'effort de guerre russe. Ce paquet de sanctions sur le pétrole et le charbon va concerner uniquement les exportations par voie maritime et ne concerne pas le secteur du gaz ni le secteur du nucléaire, car l'Union européenne est trop dépendante de la Russie dans ces deux domaines. Concernant le secteur gazier, c'est la Russie qui, dès le début de l'année 2021, va réduire peu à peu ses volumes d'exportation vers l'Union européenne. La Russie va, elle aussi, en réponse à l'Union européenne, à la mise sous sanction de l'Union européenne, mettre des sanctions sur les entreprises gazières européennes et va entraîner ainsi l'arrêt du transit de gaz par pipeline, notamment le pipeline Yamal Europe qui traverse la Pologne et la Biélorussie. À ce paquet de sanctions russes, sur le secteur gazier européen, s'ajoute l'arrêt du transit via le pipeline sous-marin Nord Stream 2 qui subit un sabotage en septembre 2022. En mai 2022, l'Union européenne va adopter le plan REPowerEU qui vise à trois choses: diversifier ses sources et ses moyens d'approvisionnement. Donc ces moyens, ça va être, on passe de l'approvisionnement par pipeline au gaz naturel liquéfié, donc par voie maritime. Le deuxième axe du plan REPowerEU, c'est réaliser des économies d'énergie massives par la mise en œuvre de plans de sobriété au sein de chacun des États membres. Et le troisième temps, c'est l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Donc résultat des courses, en début 2023, la part du gaz russe dans la consommation européenne est passée de 45% pour l'année 2021 à 15% en 2023. On a donc une réduction drastique des importations de gaz russe vers l'Union européenne. Pour combler le déficit de gaz russe, l'Union européenne va augmenter les volumes d'importation en provenance des fournisseurs traditionnels que sont la Norvège, l'Azerbaïdjan, et l'Union européenne va également se tourner vers le gaz naturel liquéfié et donc notamment le gaz naturel liquéfié américain qui représente aujourd'hui 19% des importations gaz de l'Union européenne. Sur le plan pétrolier, et suite aux sanctions qui concernent les 2/3 des exportations de pétrole russe, donc les produits bruts et les produits pétroliers russes, qui sont transportés par voie maritime, l'effet des sanctions va engendrer une baisse d'environ 90% des importations de pétrole russe vers l'Union européenne. C'est le chiffre officiel qui est donné. J'y reviendrai dans quelques instants. Enfin, pour finir sur les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur l'approvisionnement énergétique européen, on constate que les mesures de sobriété mises en place par l'Union européenne ont permis en 2023 une réduction d'environ 18% des consommations énergétiques de l'Union européenne par rapport aux 5 années précédentes. Et enfin, la part des énergies renouvelables dans la production électrique a atteint les 40%, dépassant pour la première fois la part des énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon et le gaz, dans la production électrique européenne. On parle de reconfiguration des flux énergétiques dans la région de la mer Noire, car suite à la mise sous sanctions européennes et russes, on assiste à la réorientation des flux à la fois, tout d'abord, vers l'Union européenne, avec une diversification des sources d'importation de gaz comme de pétrole, et à la fois depuis la Russie, qui, elle, va mettre en place des solutions alternatives pour continuer à exporter son gaz et son pétrole, qui sont tous les deux sous sanctions. Pour la Russie, dans le secteur pétrolier, l'enjeu est de continuer à exporter sa production d'hydrocarbures. Comme on l'a vu précédemment, le secteur pétrolier est sous sanctions européennes et va concerner les 2/3 de ses exportations de pétrole, à la fois brut et en produits raffinés.
Pour continuer à exporter sa production et donc profiter de la rente économique que permet l'exportation d'hydrocarbures russes, la Russie va mettre en œuvre une solution alternative pour contourner ce régime de sanctions, que l'on appelle flotte fantôme. Alors la flotte fantôme, qu'est-ce que c'est ? Cette flotte fantôme se divise en deux grandes catégories. D'abord la flotte grise, qui est un phénomène nouveau depuis le début de la guerre ukrainienne, où des sociétés ont été créées pour masquer l'origine des navires et qui permettent ainsi de contourner les sanctions. On estime le nombre de navires de la flotte grise à environ 900 navires et ils transporteraient environ 2,6 millions de barils par jour. Il y a également la flotte sombre qui, elle, navigue complètement en secret avec son système d'identification automatique, l'AIS, qui est déconnecté et désactivé, ce qui rend les navires invisibles. Ces navires de la flotte sombre représentent un volume d'à peu près 1100 navires et le plus souvent, ils sont défectueux et anciens et donc le plus souvent dangereux pour l'environnement. Comme on peut l'identifier sur la carte, on voit une flèche grise qui part des ports de Novorossiysk et d'un petit peu plus bas sur la côte de la mer Noire, la côte russe de la mer Noire, et qui se dirige vers les détroits des Bosphore et des Dardanelles qui sont contrôlés par la Turquie. Cette position de la Turquie qui contrôle les détroits et qui a une position géographique de carrefour au sein de la région, donc la Turquie, grâce à cette position, va jouer un rôle clé dans le blanchiment du pétrole et dans l'exportation du pétrole russe vers l'Union européenne. Alors, comment ça se passe ? En gros, les navires sont invisibles en mer Noire. C'est donc du pétrole brut qui arrive en Turquie. La Turquie détient et dispose de nombreuses infrastructures de raffinage et terminaux pétroliers donc pour accueillir ce pétrole brut et le raffiner. Donc, il va être raffiné en Turquie. Puis réexporté en tant que produit raffiné vers l'Union européenne. Les principaux pays de l'Union européenne qui sont destinataires de cette flotte fantôme sont la Grèce, la Bulgarie, les Pays-Bas et de nombreux autres pays. Depuis le début de la guerre, la Turquie a doublé ses importations en pétrole. Elle représente la 3e destination des exportations de pétrole brut de Russie, derrière l'Inde et la Chine, qui jouent le même type de jeu en important du pétrole brut et en réexportant des produits raffinés sur le marché mondial. La Turquie peut tenir cette position au sein de la région de la mer Noire, car elle dispose d'un ensemble d'infrastructures pétrolières stratégiques pour le secteur pétrolier, mais également pour les secteurs gaziers. Dans le secteur gazier, la Turquie dispose d'un ensemble d'infrastructures stratégiques qui lui permet de se positionner en plateforme d'échange gazier à l'échelle régionale. La Turquie importe du gaz russe via les pipelines Blue Stream et Turkish Stream, qui sont les 2 derniers gazoducs encore opérationnels qui permettent d'amener du gaz russe vers l'Union européenne. L'Union européenne a annoncé qu'elle arrêterait ses importations énergétiques en provenance de Russie à horizon 2027. D'un point de vue officiel, l'Union européenne a largement diversifié ses importations de gaz pour répondre à ses besoins à l'échelle européenne. Néanmoins, la Russie a augmenté ses exportations gazières vers le territoire turc. Le territoire turc, la Turquie, grâce à ses infrastructures d'exportation, notamment vers la Bulgarie et vers la Grèce, constitue aujourd'hui la principale porte d'entrée du gaz russe vers l'Union européenne. Un accord a été signé entre l'entreprise Botash, l'entreprise nationale turque Botash, et l'entreprise nationale bulgare, Bulgargaz, qui permet à la Turquie de se placer en fournisseur de gaz vers les pays de l'Union européenne et notamment vers les pays d'Europe orientale. Cet accord va permettre, de la même manière que pour le secteur pétrolier, va permettre à la Turquie de blanchir le gaz en provenance de Russie, donc c'est-à-dire en masquant l'origine des molécules de gaz et en les réexportant via les infrastructures dont il dispose et via les infrastructures transfrontalières avec les pays d'Europe du Sud-Est. La mer Noire détient des ressources gazières offshore au large de l'Ukraine, dont les premiers gisements ont été découverts au début des années 70, au large également de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Turquie, dont les ressources ont été découvertes plus tardivement à partir du début des années 2000, et pour la Turquie en 2020, qui sont les découvertes les plus tardives. Donc l'exploitation de ces ressources offshore par les différents acteurs va bien évidemment être impactée par la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'annexion de la Crimée, qui a lieu en 2014 par l'armée russe, va avoir un impact
déjà sur l'espace maritime en modifiant de facto la répartition des frontières maritimes. L'annexion de la Crimée, donc de la péninsule de Crimée, par la Russie en 2014 va faire que la Russie a des frontières avec la Roumanie, un acteur de l'Union européenne, et avec la Turquie, qui vont s'imposer de facto à partir de cette date. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les plateformes d'exploitation gazière offshore ukrainiennes ont été l'objet de conflits entre les troupes ukrainiennes et les troupes russes. Certaines de ces plateformes ont été récupérées par les troupes ukrainiennes depuis le début de la guerre en 2022. C'est une situation pour laquelle l'accès aux informations en source ouverte est extrêmement difficile. Bien évidemment, la situation de conflit explique cette difficulté de l'accès aux sources. En ce qui concerne les ressources découvertes en Roumanie et en Bulgarie, le niveau de risque pour l'exploitation de ces ressources va être particulièrement élevé dans le contexte de conflit actuel, et notamment avec des mines navales qui ont été lâchées à la fois par les marines ukrainiennes et russes, qui sont des mines dérivantes, avec un risque sur les infrastructures d'exploitation gazière qui est particulièrement élevé, mais également sur l'ensemble des navires qui viennent assurer la logistique pour le bon fonctionnement de ces plateformes gazières. On estime que ces mines navales dérivantes se comptent par centaines ou par milliers. La Russie mène également des exercices navals hors de ses frontières maritimes, et notamment au sein de la zone économique exclusive bulgare, dont une partie a été mobilisée par la Russie pendant un temps relativement long. Cet exercice naval russe se trouvait à proximité d'une zone d'exploration gazière par les entreprises bulgares, et notamment par des entreprises internationales, car la Bulgarie avait lancé un appel d'offres pour l'exploration de gaz au sein de sa zone économique exclusive. Donc, ce qu'on peut dire sur l'exploitation des ressources gazières offshore au sein de la mer Noire, dans un contexte de guerre, c'est que bien évidemment, le risque géopolitique va être extrêmement élevé, et notamment le risque physique sur les infrastructures offshore par ces mines navales, mais également on va identifier le risque cyber, le risque juridique et également les risques climatiques en mer Noire, avec une situation qui devient de plus en plus tendue et dont une tempête extrêmement grave a eu lieu en début 2024. Pour creuser sur cette question des risques, et notamment qui touche l'exploitation gazière en mer Noire, je vous invite à aller consulter le rapport intitulé « Guerre russo-ukrainienne » vers une reconfiguration des flux énergétiques dans la région de la mer Noire, qui est disponible sur le site de l'IRIS. Vous y trouverez la totalité des informations présentées lors de cette courte vidéo. Merci beaucoup.